Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans cette keynote super intéressante. On va parler d'omnicanalité. Donc, le titre, c'est Interconnexion entre monde physique et digital. On va vous montrer des best practices de l'omnicanalité. Alors, c'est pas on, c'est pas moi. J'ai le plaisir d'accueillir Régine Van Hems, qui est la cofondatrice de l'Observatoire du commerce connecté et qui est responsable du cabinet Régine Van Hems Conseil. C'est une super spécialiste, ça fait longtemps qu'on est en échange sur LinkedIn. Elle a une vision sur le marché français francophone. Bonjour Régine. Bonjour à tous, bonjour Yannick. Soyez la bienvenue, bienvenue en Suisse, même si on est en virtuel aujourd'hui, vous nous répondez depuis France. Donc, mesdames, messieurs, je vais laisser la parole à Régine qui va prendre le lead et nous faire une présentation passionnante. Tout au long de la présentation, pour ceux qui ont des questions, vous utilisez le box questions et en fin de session, Régine pourra répondre à vos questions. Elle en sélectionnera les principales parce qu'on a 1 heure ensemble. Donc, posez vos questions par écrit et Régine répondra à 2-3 questions à la fin de cette séance. Je vous souhaite à tous une très bonne keynote. Régine, c'est à vous. Je disparais. Merci Yannick. Bien, donc bonjour à tous. Je vais vous faire une présentation sur l'interconnexion entre monde physique et digital et vous parler des best practices de l'omnicanalité. Alors, l'omnicanal, c'est une stratégie qui est aujourd'hui incontournable et qui est clairement en plein essor. Alors, pourquoi va-t-on et pourquoi l'omnicanal devient-elle incontournable? Eh bien, vous le savez, on a d'abord une stratégie naissante. On a eu un premier mouvement qu'on a appelé multicanal. On a d'abord des magasins physiques qui ont implanté un site internet, donc première étape. Puis, on a un peu plus tard des entreprises que l'on appelait des pure players qui sont nées dans le monde digital, qui, eux, de manière plus étonnante, se sont mis à implanter des magasins. Donc, on a eu des premières stratégies qui étaient « je suis une entreprise, j'ai un magasin physique et j'ai un site internet ». Alors, on a eu ça au début des années 2000, 2005, 2010 et aujourd'hui, très clairement, l'omnicanal est devenu une stratégie incontournable. Alors, pourquoi cette omnicanalité? Vous êtes obligé en tant que retailer, en tant que praticien de la mettre en place. Pourquoi est-elle devenue incontournable? Bien, très clairement, on a de nouvelles habitudes du consommateur. J'ai tendance à dire les clients ont plus changé en 20 ans qu'en 20 siècles. Et donc, puisqu'il a pris de nouvelles habitudes, ce consommateur, eh bien, on va devoir obligatoirement devenir omnicanal. Alors, ce consommateur, il a évolué comment? Ce consommateur, il s'est mis à migrer entre monde virtuel et monde réel. D'accord? Il passe d'Internet au magasin et du magasin à l'Internet. Alors, en effet, on a vu des nouveaux comportements qui se sont développés. Premier comportement extrêmement courant, c'est le web rooming. Et le web rooming, c'est un consommateur qui commence son parcours d'achat online avant finalement de se déplacer en magasin physique offline pour faire sa transaction dans les magasins. Donc, je recherche de l'information sur Internet, je compare les produits et je me déplace pour faire l'achat de manière à toucher le produit, essayer le produit, échanger avec le vendeur et donc me rassurer. Une autre trajectoire d'achat, c'est la trajectoire inverse, qu'on appelle le showrooming. Cette fois, on a un consommateur qui va dans le monde physique, va dans les magasins, regarde les produits en magasin, les essaye, demande des conseils aux vendeurs, puis finalement reviennent sur Internet pour faire leurs transactions sur Internet après une recherche d'informations dans le monde physique. Donc en fait, on a des migrations entre monde virtuel et monde physique et on a une foultitude de trajectoires d'achat entre les deux mondes. Alors pourquoi ces migrations entre monde physique et monde virtuel? Eh bien, pourquoi ce passage? Eh bien, tout simplement parce qu'on a eu une multiplication des devices, donc le téléphone portable, la tablette et bien évidemment aujourd'hui le smartphone. Ce smartphone fait qu'on passe dans une même journée de façon continue entre monde virtuel et monde physique à travers des micro-connexions sur notre
smartphone, et puis on retourne dans le monde physique. Donc, on est entre deux mondes. Et le fait d'être entre deux mondes, ça va nous obliger à revoir complètement notre stratégie. Parce que face à ce client qui passe du monde virtuel au monde réel, il va y avoir une obligation pour les marques, pour les enseignes, c'est pour être en phase avec ce client, avoir un pied dans la sphère physique et un pied dans la sphère digitale. Il faut être là où est le consommateur. Et je dirais même plus, aujourd'hui, si on n'existe pas dans le monde digital, dans le monde virtuel, on n'existe pas dans le monde réel. Démonstration, un client commence sa recherche online, il cherche une marque. Si vous n'existez pas online, il ne pense même pas que vous existez dans le monde physique et il n'aura pas l'idée de vous visiter dans le monde physique puisqu'il ne vous a pas trouvé dans le monde virtuel. Donc, c'est aujourd'hui une obligation d'être dans le monde physique et digital de chaque côté, une stratégie incontournable pour la visibilité de votre marque ou de votre entreprise ou de votre enseigne. Il faut absolument avoir un pied dans le digital pour être là où le client se trouve, et on sait que le client passe beaucoup de temps dans le monde digital. Il faut être là où le client commence son parcours d'achat, c'est-à-dire intervenir en amont de la décision d'achat. Sinon, évidemment, il ne pensera pas à nous et il ira ailleurs dans son tunnel de conversion, qui est un tunnel de conversion devenu omnicanal, et il va falloir s'adapter aux multiples et aux nouvelles trajectoires d'achat de votre client. Voilà, c'était un petit rappel historique sur ce qui s'est passé depuis 20 ans. Alors, avoir un pied dans le monde digital et dans le monde réel, c'était déjà vrai et de plus en plus vrai depuis une vingtaine d'années. Depuis 5 ans, ça s'est encore renforcé. Et l'année que nous venons de vivre renforce encore cette nécessité d'être dans le monde virtuel tout en étant dans le monde physique. Alors, une stratégie renforcée par la crise sanitaire, bien sûr, qui a accéléré la digitalisation. On sait aujourd'hui que dans certains secteurs d'activité, la digitalisation a été accélérée de 2, 3, 4 et même 5 ans dans le domaine du luxe. Finalement, on est passé à une digitalisation forcée par les contraintes sanitaires. Alors, une stratégie renforcée par les contraintes sanitaires, bien évidemment, l'objectif étant de lutter contre la peur des clients de manière générale et aussi, bien sûr, contre la propagation du virus. Ça veut dire qu'on a dû mettre en place, au point de vue physique, ou les entreprises uniquement présentes dans le monde physique, du digital pour sécuriser le business. Sécuriser le business, on peut imaginer qu'il y a des clients qui ne voulaient plus venir en magasin ou qui ne pouvaient plus. Alors en France, certains clients ne pouvaient plus venir, les clients ne pouvaient plus venir dans certains magasins puisque les commerces non essentiels ont été fermés, ce qui n'a pas été vrai chez vous. Mais on peut imaginer que certaines personnes qui ont peur, même si elles peuvent venir en magasin, préféreront acheter en digital pour éviter effectivement d'avoir des risques sanitaires. Donc, on a vu se développer, pour éviter le passage en magasin, la digitalisation avec la mise en place de drive piétons, de drive mutualisés où plusieurs enseignes vont s'organiser au niveau du drive. On a eu également, pendant cette période, un drive parking chez Boulanger. Boulanger, effectivement, puisque le magasin était fermé, proposer aux clients de faire une sélection de ce produit sur le site internet. Puis, ils étaient sur une place de parking de chez Boulanger. Il appelait avec son téléphone en disant « je suis sur la place numéro 25 » et le conseiller lui apportait le produit et le mettait dans le coffre. Et puis, on a eu aussi des développements des automates qui étaient un moyen d'éviter des passages en magasin. Deuxième élément, soit effectivement on se dit on va maintenir le passage en magasin, mais ce passage en magasin va être le plus rapide possible et générer le moins de contacts possible. Donc, on a un deuxième objectif qui était de mettre en place du digital dans le cadre de stratégies contactless. Alors, le moins de contacts possible pour limiter le temps de passage. Alors, bien évidemment, on a eu le développement des solutions de paiement sans contact dans les magasins qui ont accéléré le passage. On a eu du click and collect où on va effectivement prendre un produit, commander un produit online et juste aller dans le point de vente pour le retirer. Donc,
accélération du temps de passage. Et on va le voir, il y a eu un certain nombre d'innovations commerciales, notamment dans le textile, qui ont permis de faire en sorte que quand on vient dans le point de vente, on y reste le moins longtemps possible et donc on prend le moins de risques possible. Donc, cette stratégie omnicanal a été renforcée par la crise sanitaire. J'aurais tendance à dire qu'on accélère aussi une tendance qui était de dire, avant, on avait 2 canaux, un canal magasin, un site internet. On va passer de ces 2 canaux à une multiplication des canaux ou des touchpoints. Donc, il n'y aura pas uniquement un site internet et un magasin, mais on va avoir un ensemble de points de contact avec le client qui va nous amener vers une accélération de l'omnicanalité. Alors, bien sûr, la question qui se pose, c'est quel touchpoint, que ce soit après la crise sanitaire, que va-t-il se passer? Qu'est-ce qu'on a vu qui était intéressant et qu'on pourrait utiliser? Alors, quel touchpoint? Et on pourrait se poser la question demain, pourquoi développer des touchpoints, des canaux, et multiplier ces canaux pour partir à la rencontre du consommateur? Première question. Deuxième question, on pourrait se poser la question, si je développe de nouveaux touchpoints pour toucher mon consommateur, mon client, quel touchpoint je vais choisir? Et enfin, troisième question que l'on peut se poser, où mettre ces touchpoints dans ma stratégie omnicanal? Alors, on va essayer d'y répondre. Première question, pourquoi finalement ne pas se contenter d'un site internet et d'un magasin, ce qui aujourd'hui est obligatoire, et pourquoi doit-on encore aller plus loin vers l'omnicanalité? Alors pourquoi? Eh bien, je crois qu'aujourd'hui les marques, les enseignes ont pour ambition, ont pour objectif de partir à la rencontre de leurs clients et de leurs prospects. Partir à la rencontre des clients et de prospects, c'est se mettre sur leur route virtuelle ou physique. Pour être vu, donc on va aller sur la route du client pour être vu et donc pas oublié, et pour être acheté. Donc 2 objectifs de multiplier les touchpoints pour augmenter la probabilité d'être vu et la probabilité d'être acheté. On va également avoir dans cette logique des touchpoints une logique de se rapprocher du parcours de vie des consommateurs pour faciliter leur quotidien. On voit bien que les consommateurs attendent de plus en plus que les produits viennent vers eux et qu'ils font de moins en moins d'efforts finalement pour aller vers les produits ou l'offre commerciale. Alors, bien sûr, l'enjeu aujourd'hui, c'est de se dire, OK, il va falloir qu'on ait plusieurs canaux, plusieurs touchpoints pour rentrer en contact avec le client. Question, quel touchpoint et pour les mettre où? Alors, dans cette présentation, je vais essayer de vous répondre à ces questions en vous montrant quelles ont été les innovations commerciales sur ces sujets. Alors, les touchpoints et les best practices, quel touchpoint et où mettre ces touchpoints? Et j'aurais tendance à dire qu'il va falloir repenser le commerce en se disant que certes, il va falloir augmenter le nombre de touchpoints, mais que l'on aura des touchpoints qui peuvent être de nature très différente. On a bien sûr, et on l'a vu depuis un an, des touchpoints digitaux pour lutter contre cette crise sanitaire, mais on a aussi des touchpoints qui sont physiques, qui peuvent entrer de manière extrêmement intéressante dans la stratégie omnicanal de l'entreprise. Alors, petite vision de tous les touchpoints qui existent et ce qu'elles apportent finalement dans la stratégie commerciale et marketing de l'entreprise. Alors, j'en ai identifié plusieurs et les exemples sont très nombreux. On a été, encore une fois, une année extrêmement innovante. Alors, premier élément des touchpoints, oui, mais pourquoi faire? Alors, le premier touchpoint, c'est de dire, de plus en plus, on observe une tendance qui avait lieu avant, c'était de mettre de l'humain dans le digital. Donc, finalement, on met un touchpoint qui est l'humain dans le digital. Les premiers éléments, c'était on mettait des photos des conseillers de vente sur le site internet que les clients seraient contents de retrouver en magasin. Mais on est allé beaucoup plus loin et il y a effectivement des propositions qui ont été faites. Alors Fnac en France, l'année dernière, après le premier confinement, où ils ont été obligés de fermer leur magasin, a fait un test et a proposé à certains conseillers qu'il souhaitait de répondre directement sur le site internet aux clients. Donc, les conseillers habituels de magasin répondaient directement sur le site internet de la Fnac pendant la période où les magasins Fnac étaient fermés.
Les retours ont été extrêmement positifs. C'est-à-dire qu'un conseiller qui répondait à une cliente via le site, ça générait une satisfaction client très élevée et de manière assez peut-être inattendue, une satisfaction vendeur très élevée. C'est-à-dire le vendeur était ravi d'avoir pu échanger et aider la consommatrice ou le consommateur sur son parcours de navigation et son choix de produit. Alors, c'était une stratégie qui n'est pas nouvelle, hein, de mettre de l'humain dans le digital, c'est-à-dire que le digital tout seul, c'est froid. On peut y mettre du digital et on a une marketplace qui s'appelle Mano Mano, qui commercialise des produits de bricolage. Eh bien, ça fait un certain temps que Mano Mano dit aux clients, si vous le souhaitez, en étant sur le site, vous pouvez rentrer en contact avec des artisans qui vont vous aider pour vos travaux, pour choisir les produits. Et donc, ils sont mis en contact par chat avec des artisans qui vont les aider à faire leur choix et à mieux comprendre l'usage des produits. Là aussi, on a eu un retour extrêmement positif avec des clients qui sont très satisfaits, une augmentation du taux de conversion des consommateurs et des clients qui se fidélisent à l'artisan. Donc, c'est amusant de se dire que c'est une personne, un artisan peut-être à la retraite qui est peut-être en zone rurale où on va chez Mano Mano pour dialoguer avec cette personne. Alors, toujours dans mettre de l'humain dans le digital, j'aurais tendance à vous parler également d'une entreprise qui s'appelle Keeply, qui est une entreprise qui est née dans le monde digital depuis 2 ans, 2 ou 3 ans, donc entreprise récemment née dans le monde digital. Et bien, Keeply fait pareil. Keeply met de l'humain dans son site internet et c'est des personnes qui vont répondre sur son site internet. Mais la particularité de Keeply, c'est que ces conseillers qui ont répondu online, eh bien, seront en magasin le samedi et ils seront présents dans le magasin physique. Ça veut dire que la cliente qui a commencé son parcours pour acheter un matelas sur le site internet de Keeply, qui aura été accompagnée par un conseiller de vente, va retrouver en boutique ce même conseiller de vente le samedi. Ça génère des taux de conversion qui sont extrêmement élevés et un taux de satisfaction client qui est extrêmement élevé. Donc, on voit que c'est des choses assez innovantes qui fonctionnent très bien. Alors, toujours pour mettre de l'humain dans le digital, on sait que le digital est un média qui est froid et on tente de l'humaniser. On a un concept qui a accéléré depuis le premier confinement chez nous, c'est la notion de live shopping. Alors, le live shopping, vous voyez ici, hein, c'est finalement aux Galeries Lafayette qui a fait son premier live shopping, elle, récemment, mais ça existe depuis 1 an. Ça consiste en quoi? Eh bien, je pense que j'ai une définition, hein, c'est que vous allez pouvoir faire votre shopping à distance. Ça veut dire quoi? Et je vais vous donner une définition du live shopping. C'est une technique de vente online qui permet aux utilisateurs des réseaux sociaux et des sites internet d'acheter en direct des produits présentés par un influenceur ou par un vendeur dans une vidéo diffusée en streaming. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que je vais avoir une vidéo avec une vendeuse qui va me proposer des produits en direct et sur lesquels je pourrais ou non acheter le produit. Donc, on fait une interaction via un écran où la vendeuse peut être dans le magasin, peut montrer des produits et puis je peux décider de les acheter ou pas. Donc, le live shopping est quelque chose qui a été extrêmement développé pendant cette période sanitaire. Hein. Je vais vous donner l'exemple du Sephora Live Shopping, un shopping personnalisé sans se déplacer, l'exemple de Sephora. Et voilà ce que dit l'expérience magasin depuis chez vous. Découvrez notre nouveau service Live Shopping pour échanger en direct avec une conseillère beauté en magasin que l'on va avoir directement par caméra, comme nous en sommes maintenant. Plus besoin de vous déplacer, elle répondra à toutes vos questions sur nos produits, vous enverra des photos ou vidéos et vous permettra de retrouver la sélection produits qui vous va le mieux. Donc, c'est plutôt que d'être en magasin, on la rencontre en vidéo live. Et effectivement, on va avoir des conseillères qui vont être très proches, qui sont présentes en magasin et qui vont vous guider à distance dans vos achats. Alors, on peut même aller plus loin. Hein. Que nous dit Sephora? Eh bien, on vous dit naviguez sur le site sephora.fr pour découvrir nos produits. Si une conseillère est disponible en magasin, une fenêtre s'ouvrira en bas de la page pour vous proposer un chat. Ouvrez la fenêtre
et vous pourrez chatter, dialoguer avec la conseillère qui vous fera bénéficier d'une expérience shopping personnalisée. Et puis, on peut aller encore plus loin, puisque Sephora nous dit, si vous vous en voulez en plus, eh bien, on peut passer en mode visio. Et là, elle pourra, la conseillère, vous permettre de percevoir la couleur d'un rouge à lèvres, d'une palette, d'un coffret, etc. Donc, on voit de nouvelles formes de commerce qui semblent assez bien acceptées par les conseillers et conseillères de vente. Alors, deuxième grande innovation, entre guillemets, sur l'omnicanalité, cette fois, on va utiliser du digital pour préparer le physique. Alors, du digital pour préparer le physique, donc ça veut dire qu'on va utiliser le touchpoint digital pour préparer la rencontre et l'expérience dans le monde physique. Alors là aussi, le confinement ou les confinements, ou en tout cas la crise sanitaire, a accéléré l'utilisation du digital avant de se déplacer en boutique. On a eu dans le textile une privatisation des boutiques avec prise de rendez-vous online, c'est-à-dire qu'effectivement, on allait prendre rendez-vous online pour une privatisation de la boutique et ça a permis de générer de nouveaux services. Alors, nouveaux services, on a par exemple Ginner Caporal qui a proposé les instants VIP destinés à ses clients les plus fidèles. Il s'agissait de privatiser la boutique en famille ou à plusieurs. Donc, on avait un temps réservé sur le site internet. Je vais réserver tel créneau de 9h à 9h30. On avait donc la boutique pour soi, où on pouvait réserver aussi online du coaching style en solo, où effectivement on était accompagné seul par un conseiller. On a Marionneau qui a fait la même chose, qui a dédié des séances de shopping à réserver en ligne ou même par téléphone, puisque Marionneau a remis au goût du jour le téléphone avec Allo Boutique. Donc, on voit bien qu'on a un touchpoint qui s'appelle le site internet qui permet de réserver un instant en magasin ou un touchpoint qui s'appelle le téléphone, qu'il ne faut pas oublier, parce qu'il est extrêmement intéressant. Il pourrait revenir au goût du jour pour préparer ou organiser un rendez-vous en magasin physique. Et puis, il y a des entreprises qui sont allées encore plus loin et on emprunte effectivement au monde du luxe. On peut aller plus loin. Alors, on a une marque de costumes dans le textile toujours qui s'appelle Sweet Supply. Sweet Supply, qu'est-ce qu'elle proposait? Elle proposait aux internautes de naviguer sur le site internet. Pendant que la personne naviguait sur le site internet, le conseiller de vente était en magasin et montrait en direct les produits que le consommateur voyait sur le site. Comme ça, il pouvait mieux voir les produits. Il vérifiait que le consommateur qui avait choisi ces produits, que ces produits étaient bien disponibles dans le magasin. Et quand le consommateur avait donc par visio confirmé que ces produits souhaitaient les essayer, on réservait une heure de passage. On mettait ces produits en cabine, donc ces costumes en cabine. Ça veut donc dire qu'on avait là un accueil personnalisé, une organisation des cabines personnalisée et un vendeur qui serait attitré lors d'un passage organisé du client. Donc, encore une fois, on se rapproche des codes du luxe. Alors, on a également Optique 2000 qui a réinitié un touchpoint qu'on avait parfois oublié, ou en tout cas qui était peu développé, c'est de se dire les personnes âgées ne pouvaient plus venir en boutique, elles avaient besoin de lunettes, donc on a réinventé le rendez-vous chez le client, c'est-à-dire que là, la rencontre se fait au domicile du client, c'est bien le conseiller qui se déplace chez le client, il peut réserver online ou il peut réserver par téléphone ce déplacement d'un conseiller de l'opticien chez le client. Il faut savoir que ça a perduré, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut toujours avoir ce service où c'est l'opticien qui se déplace chez nous et non nous qui nous déplaçons vers lui. Donc, on voit bien là aussi un rapprochement du parcours de vie du client, c'est nous qui allons chez lui. Alors, troisième élément relatif à l'omnicanal. On en a beaucoup parlé, c'est ce qu'on appelle le phygital. Terme un petit peu barbare, qu'est-ce que c'est que le phygital? Eh bien, le phygital, voilà, c'est ce magasin, le phygital. Phygital, c'est une contraction de physique et de digital.
Ça veut dire qu'on va mettre du digital dans ces magasins physiques. On va mettre du digital dans ces magasins physiques. La question, c'est pourquoi mettre du digital dans ces magasins physiques? Alors, des bornes comme ça, vous en avez vu beaucoup, c'est-à-dire qu'il y a eu une espèce de mode, d'engouement, où, par effet de mimétisme, il y a une multiplication des écrans dans les centres commerciaux, dans les magasins. Alors moi, je suis assez critique sur ce sujet, c'est-à-dire que je pense que certains écrans sont utiles, sont intéressants, apportent de la valeur ajoutée dans le parcours du client, mais je pense aussi qu'il y a une multitude de ces écrans qui n'apportent pas de valeur ajoutée au client. D'ailleurs, ici, j'ai pris l'exemple, et j'en ai vu beaucoup, j'ai pris beaucoup de photos d'écran qui étaient laissés seuls et pas du tout fréquentés. Donc, ça veut dire qu'on peut utiliser des écrans, mais aujourd'hui, on est véritablement dans une réflexion de l'intégration de cet écran et de la valeur ajoutée de cet écran dans le parcours de shopping du client. Parfois, ça peut apporter une véritable valeur ajoutée et parfois, ça génère finalement, ou ça suppose des ressources financières sans véritablement d'avoir de valeur ajoutée. Alors, si les écrans arrivent dans vos magasins et sont à disposition des clients, les écrans sont aussi utilisés dans les magasins, dans le cadre du digital, en étant utilisés par les vendeurs. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus d'écrans qui sont dans les mains des vendeurs. On va équiper les vendeurs pour que ces vendeurs, à un moment donné, puissent, pourquoi pas, aller avec les clients, naviguer sur l'écran. Alors, on travaille beaucoup, nous, sur cet aspect, en fait, sur cette nouvelle forme de vente autour de l'écran. On appelle ça la vente en côte à côte pour l'opposer à la vente en face à face. Et on a fait énormément d'études pour montrer quel est l'intérêt de ce dispositif où le client passe en côte à côté de vous, quelle est la valeur ajoutée de ce dispositif. Et on voit qu'effectivement, c'est extrêmement intéressant dans certaines situations, avec certains clients, parce que ça va générer de la convivialité, de la complicité, de la satisfaction et de la confiance. Et donc, il y a véritablement un nouveau rituel de vente à réinventer autour de l'écran. Mais attention, on ne navigue pas avec tout le monde, ni n'importe quand, avec les clients. Donc, ça veut dire qu'il y a une forme de subtilité et une nouvelle réflexion au niveau de la manière dont on fait de la vente. Alors, troisième élément, remettre des touchpoints. Ben oui, si je vous parle de touchpoints et d'omnicanalité, en 2021, je ne peux pas exclure les réseaux sociaux. Ça a explosé, les réseaux sociaux. On avait du temps libre, donc beaucoup de temps passé sur les réseaux sociaux, mais pour en faire quoi? Alors, pour en faire quoi? Les réseaux sociaux, au départ, c'était ça. C'est les réseaux sociaux, c'est au moins pour créer du trafic en point de vente. Et là, je vous prends l'exemple de Citadium, qui très clairement, quand elle a une arrivée dans un carton de marque extrêmement demandée par des jeunes, elle ouvre simplement le carton, elle prend en photo, elle le poste sur Snapchat, et automatiquement, il y a une arrivée massive d'adolescents qui viennent chercher un produit qu'ils attendent avec impatience. Donc, on a, premier élément, les réseaux sociaux pour communiquer et créer du trafic en point de vente. Donc, on est bien dans une logique omnicanale. Le réseau social pour créer du trafic en point de vente, la conversion se faisant au sein du point de vente. Mais on a aussi des innovations, bien sûr. C'est d'abord, on peut faire aussi, je le rappelle, du live shopping sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que je peux très bien, une ambassadrice ou une youtubeuse peut très bien sur les réseaux sociaux présenter des produits. Donc, je vais être sur Instagram, je vais être sur Snapchat ou TikTok. Et bien, je vais présenter des produits en direct live. Mes internautes pourront me poser des questions en direct. Donc, il y a une forme d'interactivité, une forme de proximité. Donc, on peut faire du live shopping sur les réseaux sociaux où la cliente pourra décider, je le commande, je vais l'acheter et d'acheter en direct. Mais on peut même aller encore plus loin sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, le réseau social est non seulement un outil de communication, mais c'est en train très fortement de devenir un lieu d'achat. On a Shopify qui a étendu son système de paiement à Facebook et Instagram. Ça veut dire que je vous rappelle avant, quand j'étais sur un réseau social, qu'un produit me plaisait, il fallait que je sorte de ce réseau social pour aller sur le site internet de la marque, retrouver le produit, puis ensuite intégrer le tunnel pour payer le produit sur le site.
Donc, j'avais le temps de changer d'avis puisque le tunnel était extrêmement long. Là, aujourd'hui, on peut directement, quand on est sur Facebook, qu'on a un produit qui nous plaît, eh bien, payer directement. Hein. On le voit ici sur Instagram. J'ai vu ce petit sac qui me plaisait. Eh bien, très clairement, je vais pouvoir payer directement sur le réseau social. À mon avis, c'est un touchpoint extrêmement intéressant. Alors, on a la même chose ici, on voit bien, on est sur un réseau et on va payer immédiatement sans sortir du réseau social. Alors, on a tendance à dire que l'omnicanalité, c'est la proposition de touchpoints digitaux. Alors, on en a cité quelques-uns, il y en a encore plein d'autres. Je n'ai évidemment pas le temps d'en parler, mais on pourrait en reparler. Il y a plein d'autres touchpoints qui existent dans la sphère digitale. Hein. On parle de réalité augmentée, de réalité virtuelle. Tous ces touchpoints qui n'existent pas encore, on peut imaginer l'hologramme demain, on peut imaginer l'impact des objets connectés, etc. Mais il y a aussi des touchpoints physiques, et je pense qu'il ne faut pas oublier ces touchpoints physiques. Alors, qu'est-ce que c'est des touchpoints physiques? Il y en a de différentes natures, et demain, on en inventera de nouveau. Et le premier touchpoint physique qui me vient à l'esprit, c'est de se dire finalement, c'est des pop-up stores. Des pop-up stores, ce sont des magasins éphémères. Pop-up stores qui sont très utilisés par des entreprises nées dans le monde digital. Je suis une entreprise née dans le monde digital, eh bien, à un moment donné, je peux ressentir le besoin de partir dans le monde physique avec ma marque. Donc, on a aujourd'hui un certain nombre de pop-up stores qui sont mis en place par des entreprises digitales. Bien sûr, on va se poser la question des avantages. Alors, je vais vous donner un exemple. La marque Louis Tu, qui est une marque de bijoux, nous dit qu'elle va installer un bar à bijoux pendant Noël, à Noël, pendant 10 jours. Donc, on a le mot bar qui donne déjà une optique un petit peu moderne. On a une période qui, évidemment, est extrêmement intéressante. Pendant 10 jours, donc on a une durée limitée qui montre qu'effectivement, va falloir y aller. Ça sera posté sur les réseaux sociaux et peut-être sur d'autres supports et médias. Et on a une multiplication de cette stratégie par les marques digitales. Ces pop-up stores, alors on peut se poser la question, quel est l'intérêt de ces pop-up stores? Il y en a plein. On crée un événement. Moi, j'ai tendance à dire qu'aujourd'hui, on vit dans un monde un peu sans surprise. Je n'ai pas le temps de développer les raisons aujourd'hui. Et ces pop-up stores, clairement, créent l'événement, créent la surprise. Elles créent un lien social, c'est-à-dire que les marques du digital veulent partir en vrai et créer une relation en vrai avec les clients, donc sortir de leur digital uniquement. On peut créer de la rareté, c'est-à-dire qu'on vient, le pop-up store n'est pas là tout le temps, donc il faut venir quand nous sommes présents. On a une forme de chasse du consommateur qui part à la découverte de cette pop-up store, il se demande ce qui va se passer, il a envie d'être étonné, notre consommateur, et donc il part à la rencontre d'une marque qu'il a connue dans le monde digital. Une rencontre qui est éphémère, une rencontre sur laquelle on va jouer la théâtralisation, on va jouer la mise en scène. Et aujourd'hui, on a des marques de luxe qui partent à la rencontre de leurs clients dans des lieux insolites, avec une mise en scène qui est extraordinaire, qui fait que l'on se souviendra de cette expérience qui est unique dans un lieu qui parfois peut être tout à fait unique ou beaucoup plus banal. Donc on peut avoir effectivement, ça peut être aussi un corner, bien sûr, dans un magasin. Donc on peut avoir une foultitude de pop-up stores qui sont aujourd'hui très marketés et qui très clairement laissent un souvenir extrêmement intéressant côté consommateur. Donc, le pop-up store fait que comme on vous a rencontré, on a envie de continuer à venir vous voir. Si vous avez un site internet, on ira dans votre site internet. Et si vous avez un magasin un peu plus loin, quand on passera, on ira vous voir. Alors, ce qui m'a semblé amusant aussi dans ces pop-up stores, c'est que parfois certaines marques travaillent la rareté. C'est-à-dire que le pop-up store est quasiment invisible. Il faut le trouver. Il est dans un endroit incroyable. C'est ce que m'ont dit les clientes. Parce que c'est dur de trouver ce pop-up store, mais ça fait parfois partie de la stratégie marketing de l'entreprise. On travaille sur la rareté et le client, il est amusé à venir nous chercher. Alors évidemment, l'un des avantages en termes de gestion, ça sera la réduction des coûts fixes. Alors un deuxième touchpoint physique qui est intéressant,
c'est le shop-in-shop. Donc, il y a les pop-up stores et il y a le shop-in-shop. C'est-à-dire qu'on a un point physique que l'on va aller mettre dans un autre magasin. On a une forme d'hybridation des commerces et on constate aujourd'hui que certaines marques vont aller dans les Galeries Lafayette, vont aller au Printemps. Ça existait déjà, c'était des corners, mais ça va beaucoup plus loin. Alors, par exemple, aujourd'hui, on a Boulanger qui est présent au BHV. Donc, Boulanger a développé un espace shop-in-shop chez Boulanger, chez BHV. Et donc, ce sont des stratégies qui se développent. J'aurais tendance à dire qu'en Suisse, à Genève, on a Sephora qui a opté pour cette stratégie de développement puisqu'elle est en shop-in-shop, c'est chez Manor à Genève. Alors, aujourd'hui, on a une forme d'hybridation du commerce et on va faire du shop-in-shop. Alors là, cette hybridation est source incroyable de créativité. Alors, par exemple, je vais vous donner l'exemple d'Eram. Eram a décidé dans ses magasins de chaussures d'avoir un espace où on aura de l'occasion. C'est-à-dire qu'au sein de l'espace, il y a un espace dédié à l'occasion. Donc, du shop-in-shop. Et Eram se rend compte que c'est extrêmement intéressant pour la clientèle. Ils sont très satisfaits. D'abord parce que l'occasion met de la surprise, de la diversité. On ne retrouvera pas la même chose ailleurs. Et il y a véritablement, très clairement, un marché pour l'occasion qui correspond aux tendances notamment écologiques, mais pas que. Et donc, on voit bien que ça apporte de la valeur pour le capital marque de l'entreprise Eram. On a aujourd'hui du non essentiel dans les essentiels. Alors, on a vu pendant la période de fermeture des commerces que Decathlon, qui devait fermer ses magasins, eh bien, avait un souci pour écouler ses produits. Il est allé voir Auchan, il a dit à Auchan, est-ce que vous pourriez me laisser un petit espace pour que je puisse présenter dans les magasins Auchan des basiques pour faire du sport. On a vu également des petits commerces qui ont réussi à aller et avoir des espaces chez Monoprix parce qu'ils devaient fermer. Donc, on voit qu'aujourd'hui, on a de manière beaucoup plus générale une forme d'hybridation des commerces qui sont proposés et on va devoir sortir du cadre. On peut imaginer du vieux dans le neuf, mais alors du neuf dans le vieux. On peut imaginer des produits artisanaux dans un environnement de produits industriels ou l'inverse. Donc, on va devoir repenser le commerce avec des espaces physiques complètement rénovés, complètement différents, et donc sortir du cadre. Et je pense qu'il y a une formidable source de créativité pour aller dans ce sens. Alors, des touchpoints en mobilité. Oui, effectivement, il va y avoir aussi des touchpoints en mobilité. On va se rapprocher des clients, les clients qui sont de plus en plus chez eux. Donc, le touchpoint, c'est aussi un aspect logistique. Alors, je suis partie cette fois en Colombie où Rappi, vous voyez, hein, c'est les sacs à dos. Et en fait, en Colombie, depuis 2-3 ans, peut-être même plus, ce service existe. Vous pouvez vous faire livrer tout ce que vous voulez chez vous est livrable. Donc, tout, y compris de l'argent liquide. Donc, on vient vous livrer. On a des livreurs en vélo et beaucoup de livreurs en vélo peuvent vous livrer tout ce que vous souhaitez extrêmement rapidement. Je crois que ça préfigure ce qu'on va voir ailleurs. Peut-être avez-vous entendu parler de ce qu'a fait très récemment Estée Lauder, qui est en train de faire un partenariat avec Uber Eats, avec la plateforme de livraison. Quel est l'enjeu? Eh bien, très clairement, c'est de pouvoir livrer directement les clients à travers un Uber Eats. Donc, pour l'instant, c'est réservé au territoire américain et on va accéder directement aux produits qu'on a commandés par le biais de Uber Eats qui viendra nous livrer. Alors, toujours dans ces touchpoints en mobilité, j'aimerais parler de My New Designer, qui est une entreprise également de sac à main dans le luxe, qui est une entreprise digitale, donc qui commercialise ses produits online. Mais à un moment donné, ils se sont rendus compte qu'ils avaient des soucis
pour que les produits soient livrés en temps et en heure aux clients. Et c'est des produits qui sont assez chers, hein, on est sur du sac à 1 000, 1 200 euros. Donc, ils ont décidé à un moment donné de dire pourquoi nous n'utiliserions pas des Uber. C'est-à-dire que finalement, ce soit des chauffeurs de taxi ou des chauffeurs de Uber qui viennent livrer la cliente à domicile. Pour un sac à 1 200 euros, il y a une forme effectivement de plaisir de recevoir un produit qui arrive non pas par la poste, mais qui arrive en limousine à travers quelqu'un qui est content de nous le remettre. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, on a des touchpoints qui se réinventent et que le commerce est complètement en train de se réinventer. Alors, j'avais envie, moi, je me pose beaucoup la question, j'en avais discuté avec plusieurs enseignes, notamment en Allemagne, en Suisse, en France. Quand je dis le retour du camion, en fait, le camion a existé. On en a parlé dans l'actualité cette dernière année. Le camion pourrait-il revenir? Est-ce que ce n'est pas un touchpoint où on pourrait partir finalement à la découverte du client? C'est une question que je me pose et là-dessus, je peux en parler des heures. Et puis, on peut imaginer aussi des touchpoints chez le client. Des touchpoints chez le client, bien sûr. Les touchpoints chez le client, on l'a vu, hein, c'était des produits où vous pouviez appuyer sur le bouton. Bien sûr, ça a un terme de coût, vous n'allez pas vous faire livrer de gilettes à chaque fois. Donc, il y a des coûts logistiques qui sont importants. Le touchpoint chez le client, c'est l'assistant vocal. Bien sûr, vous allez pouvoir passer commande sans aucun effort sur un assistant vocal. Le touchpoint chez le client, c'est des objets connectés. Moi, aujourd'hui, j'ai une imprimante connectée qui est un touchpoint puisque mon imprimante commande automatiquement les produits et les cartouches d'encre avant même que je sois en rupture. Donc, HP, pour ne pas la citer, commercialise ses cartouches d'encre dans les magasins physiques, sur son site internet, et puis directement à travers l'imprimante connectée qui offre un service extraordinaire puisque vous n'êtes jamais en rupture et vous n'avez jamais aucun effort puisque vous êtes réapprovisionné en temps réel. J'ai évidemment dans ces touchpoints qui sont chez le client directement l'abonnement. Alors l'abonnement, on a Nespresso qui s'y est mis peut-être un peu tardivement finalement, ou se dire finalement ces capsules, l'abonnement, on a l'intérêt de la récurrence et du zéro effort côté client, donc on est sûr qu'il va commander cet abonnement qui peut concerner beaucoup de choses de la vie. Et là, j'aimerais vous parler des Gambettes Box. Ces Gambettes Box, c'est un site internet où on vend finalement des collants. Là aussi, on pourra s'abonner. Et donc, je trouvais que ce concept était assez intéressant de cet abonnement, cette espèce de communauté auquel on appartient. Et donc, il y a tout un univers qui a été créé autour de ça. Alors, les touchpoints, quels sont les enjeux de demain? Demain, vous allez devoir choisir vos touchpoints. Vous allez devoir orchestrer ces touchpoints. Le choix de ces touchpoints dépend bien sûr de vos clients, de votre cible marketing, du parcours de vos clients qui aujourd'hui est très largement omnicanal. Il dépendra également bien sûr des attentes de vos clients, de leur psychologie. Et je pense qu'aujourd'hui, il est extrêmement important de comprendre la psychologie des clients et évidemment du positionnement de votre marque ou de votre entreprise. Alors, CVS Pharmacie, je vais vous donner cet exemple qui montre qu'il est urgent et important de prendre en compte la psychologie des consommateurs. CVS Pharmacie, on est aux États-Unis. Très clairement, une maman ou un papa a un enfant malade. C'est très compliqué. Il doit venir sur le parking, il doit ensuite garer sa voiture, puis aller au fond pour aller à la pharmacie. Tout ça, c'est compliqué. CVS Pharmacie s'est dit on va faciliter le parcours d'un parent inquiet. Qu'est-ce qu'on va faire? Le parent peut commander online ses produits. Ensuite, il va être géolocalisé via son smartphone et au moment où il arrive sur le parking, le pharmacien arrive et vient lui remettre, sans même qu'il ait besoin de se garer, les produits à travers sa fenêtre de voiture. Donc, on voit que là, on a un intérêt extrêmement intéressant qui est proposé. Donc, je vais accélérer. Donc, être omnicanal demain, oui, c'est incontournable pour améliorer la relation avec vos clients et les fidéliser. Pour les achats répétitifs, ça fluidifie les achats répétitifs, ça lève des irritants. Et je suis convaincue que demain,
la réflexion sera autour de la production de nouveaux services. Comment la multiplication des touchpoints et du digital vont permettre d'offrir des services inédits qui seront source de différenciation par rapport à la concurrence. Non seulement être omnicanal va vous permettre et est obligatoire pour améliorer la relation avec vos clients, mais bien évidemment, vous l'avez compris, s'intègre dans une image active de prospection, visibilité, notoriété, une marque peu connue a peu de chances d'être choisie. Le fait d'être sur les touchpoints dynamiques, sur les réseaux sociaux en phase avec vos clients va impacter votre image de manière positive. On est aujourd'hui dans une logique de conversation avec les clients, on ne fait plus de la publicité, on est dans une logique de conversation et la multiplication des touchpoints online et offline me permettre de dialoguer partout et de converser partout avec mon client. Un vendeur en magasin pourra converser sur Instagram ou sur Facebook, puis la conversation se poursuivra quand le client viendra en magasin physique. Et ça fonctionne très très bien. Ça crée de nouvelles conversations extrêmement satisfaisantes côté client et côté vendeur. Ah pardon, je suis partie en marche arrière. Voilà, les réseaux sociaux, les touchpoints permettent de ne pas se faire oublier et ça crée de la proximité relationnelle extrêmement importante au commerce. Je finirai, alors j'ai plein d'autres choses. Évidemment, je fais le plus court possible. Je me pose la question, et demain, quels sont les principaux enjeux? Et demain, je souhaiterais simplement dire que tout le monde a les yeux rivés sur un couple. Ce couple, c'est l'humain et la technologie, et que les questionnements vont se poser là-dessus, car l'humain est incontournable, même s'il devra forcément se servir de la technologie. Je vous remercie beaucoup de votre écoute. Merci. Eh bien, merci Régine, c'était passionnant, vraiment. Je vais vous demander de couper votre partage d'écran, qu'on voit un peu mon petit visage. Voilà. Voilà, super. Bien, merci. Moi, j'ai trouvé ça génial, super passionnant. On a fait le tour du monde. On a été en Colombie, on a été aux États-Unis, on a été en Suisse, on a été en France. Petit clin d'œil en France. Boulanger, vous ne connaissez pas parce qu'ils ne sont pas encore en Suisse, en tout cas. Donc, c'est l'équivalent de la Fnac. Et Auchan, peut-être que vous ne connaissez pas non plus, c'est l'équivalent de la Migros. C'était juste pour faire le petit clin d'œil. Donc, il nous reste une dizaine de minutes. Régine va pouvoir répondre en live à vos questions. Et en tout cas, vraiment, moi, je suis passionné par cette par cette keynote. Félicitations. Et Régine va prendre le relais pour répondre à certaines des questions qu'on aura sélectionnées. Et bien voilà. Merci Régine, merci pour cette intervention de qualité. Eh bien, écoutez, on va regarder s'il y a déjà des questions. Régine, je vous laisse regarder les questions s'il y en a une déjà que vous pouvez sélectionner et répondre Oui. à Alors, j'ai une question qui est effectivement quel avenir voyez-vous pour la vente directe dans ce contexte? Bien évidemment, la vente directe, c'est un touchpoint extrêmement intéressant. Et je pense qu'on va multiplier les touchpoints pour vendre directement auprès des consommateurs. Après, je ne sais pas de quelle vente directe, ce que vous entendez exactement par vente directe. Bien évidemment, on a toujours une problématique en matière d'omnicanalité, c'est le risque de conflit avec des canaux déjà existants. Donc ça, c'est l'élément le plus complexe, c'est de dire pourquoi pas on va vendre directement aux consommateurs, mais si on est déjà référencé dans des canaux, eh bien, il va falloir gérer, et je pense que c'est l'élément le plus complexe. Mais la vente directe est un touchpoint qui se rapproche du consommateur et donc qui paraît être extrêmement intéressant dans une stratégie commerciale des entreprises. Par vente directe, je veux dire aussi marketing relationnel. Donc, je mets ce que dit Caroline Riboulet. Par vente directe, je veux dire aussi marketing relationnel. Donc, effectivement, je crois qu'aujourd'hui, l'enjeu pour les marques, c'est d'être dans une logique relationnelle. Je pense de plus en plus qu'il va falloir éviter de pousser du produit et être de plus en plus capable d'accompagner les clients sur leur parcours de vie à travers un dispositif omnicanal. C'est-à-dire que finalement, on va créer des touchpoints qui vont permettre d'aider le consommateur dans son quotidien et on va construire du relationnel à travers tous ces touchpoints. Je vais vous donner un exemple précis. Blédina, avant Blédina, c'était une marque qui vendait des petits pots pour les bébés. Donc, son métier, ce positionnement, c'était de vendre des petits pots pour les bébés. Eh bien, Blédina a changé de ce statut
pour aller vers un statut qui est tout à fait différent, c'est aider les parents à mieux nourrir leur bébé. Et là, le fait de changer de statut et d'aller vers aider les parents à mieux nourrir leur bébé, eh bien, ça veut dire que certes, on va continuer à leur vendre des petits pots, ça c'est notre métier, c'est vrai, mais on va aussi créer des communautés où ils vont pouvoir interagir avec d'autres parents, ils vont trouver donc des écoutes et des conseils. On va également, quand on s'appelle Blédina, leur pousser des recettes sur Internet. Pourquoi? Parce qu'on va leur dire, pour bien nourrir un bébé, il faut aussi faire des produits frais, et donc on va vous aider à faire ces produits frais, et on va par exemple avoir un centre de la relation client où on aura des diététiciens ou des diététiciennes qui vont effectivement répondre aux attentes des clients. Donc oui, le relationnel plus que jamais est important. Ce dispositif omnicanal permet effectivement de répondre à une attente d'ordre supérieur, plutôt que de dire je pousse du produit et je pousse des petits pots. Et l'enjeu demain, l'un des enjeux, effectivement, c'est d'être capable de prendre de la hauteur en se disant comment je peux, à travers mon dispositif omnicanal, accompagner un client sur un parcours de vie. Et là, je crois qu'il y a beaucoup de réflexions. On ne vend plus des voitures, mais on vend, entre guillemets, ou en tout cas, on veut aider le client à être davantage mobile. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. En tout cas, le marketing relationnel est un élément clé pour enrichir votre capital marque et créer une expérience importante avec votre consommateur. Donc, c'est quelque chose évidemment de fondamental. Je ne sais pas si... Existe-t-il des plateformes? Alors, je n'ai pas forcément la réponse, certainement. Existe-t-il des plateformes de recensement des sociétés qui recherchent des emplacements pour des pop-up stores? Oui, ça doit exister. Alors, en France, certainement, chez vous, je ne sais pas en Suisse. Mais si ça n'existe pas, ça devrait exister ou ça pourrait exister prochainement. Sachant qu'on a une multiplication des pop-up, je pense qu'il y a véritablement un marché par rapport à ça, quoi. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Oui. Alors, une question, je ne les vois pas. Alors, attendez. Alors, Antoine me pose la question, quand on n'a pas les marges du luxe, quelle démarche vous privilégiez parmi les exemples présentés? Alors, j'aurais tendance à dire que le consommateur, pour des achats corvées ou de renouvellement ou pour des réapprovisionnements hebdomadaires, veulent réduire au maximum leur taux d'effort. Donc, on est vraiment sur une logique de réduction des taux d'effort. Et je crois que les drives, sous toutes leurs coutures, que ce soit les drives classiques, mais également les drives piétons, peuvent être des solutions pour répondre aux attentes des consommateurs. Par rapport à la notion de marge, effectivement, se pose la question de marge. Je pense que probablement certains aspects peuvent être digitalisés et ça permet de réduire les coûts. De but en blanc, j'essaie de répondre à votre question. Quelles seraient les meilleures solutions? Il y en a certainement beaucoup. Que fait l'alimentaire? Eh bien, l'alimentaire peut essayer... Alors, un touchpoint dont on n'a pas parlé, je ne sais pas s'il est en Suisse, c'est par exemple Yuka. Yuka, évidemment, est du digital qui permet effectivement d'avoir le niveau de qualité de votre produit. Eh bien, on peut imaginer des entreprises qui revisitent leur point de vente pour avoir un niveau de qualité Yuka très élevé et qui vont pouvoir ainsi, pourquoi pas, satisfaire un client qui est exigeant et peut-être proposer des marques de meilleure qualité ou très bien référencées sur Yuka et donc pouvoir légèrement augmenter les prix. Je réponds de but en blanc, pardonnez-moi Antoine, par rapport à l'ensemble, c'est pas évident. Je me pencherai véritablement sur la question qui est très intéressante et je pense qu'il y a beaucoup d'éléments clés liés au digital. Après, ça dépend si vous êtes déjà omnicanal et si vous avez déjà un centre de la relation client. Est-ce que, voilà, j'ai aussi besoin d'avoir tout le contexte. Oui, tout à fait. Alors effectivement, Claire nous pose la question que la complexité
Alors, je pense qu'elle doit s'afficher, la question de Claire. Elle nous dit effectivement la complexité, c'est de revoir en interne. On sait très bien qu'aujourd'hui, on a des problématiques de silotage et qu'en interne, on va véritablement avoir pour objectif de revoir son système d'information. On doit avoir un système d'information à 360 degrés. Quel que soit le touchpoint sur lequel vous allez, eh bien, il va falloir avoir toute l'information sur le parcours client. Donc aujourd'hui, très clairement, on a besoin d'avoir des systèmes d'information qui nous permettront d'avoir tout le parcours et tout ce qu'a fait le client sur chacun des touchpoints de manière à créer de la valeur ajoutée. Parallèlement, l'organisation des équipes est évidemment très importante et il va falloir effectivement faire en sorte que les équipes se comprennent entre le digital et le magasin, qu'on puisse échanger et donc qu'on désilote effectivement les éléments clés. L'organisation, évidemment, est un élément clé. Et aujourd'hui, on est encore beaucoup trop dans une logique multicanale où les décisions sont prises chacun de leur côté. On prend ses décisions côté magasin, on prend ses décisions site internet, on prend ses décisions sur un autre canal sans qu'il y ait suffisamment de coordination. Et ça, le client le ressent. On a aujourd'hui énormément de clients qui se plaignent d'une rupture dans l'expérience omnicanal. Je commence mon parcours sur le site internet, j'arrive en magasin et là, il y a un nombre de ruptures extrêmement important qui génère insatisfaction du client. Et l'enjeu demain, ça sera vraiment une capacité à éviter les ruptures lors d'un changement de canal. Alors, ça peut être des ruptures économiques, un prix qui est plus élevé en magasin que sur un site internet, même si c'est un exemple qu'on voit de moins en moins souvent. Ça peut être aussi finalement un vendeur qui donne une information contraire à ce que le client a vu sur le site internet, donc le client n'a plus confiance. Et puis, j'aurais tendance à dire qu'on a souvent des vendeurs qui sont myopes face à des clients qui, eux, connaissent très bien l'entreprise, naviguent sur l'entreprise. Donc, on dit aux entreprises, attention, vos vendeurs sont les premiers interlocuteurs des clients, vos vendeurs ne connaissent pas leur propre site internet et donc ils ne sont pas capables d'être en phase avec le client. Donc l'un des enjeux fondamentaux, c'est évidemment le conseiller de vente, le vendeur qui est extrêmement important. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Donc l'enjeu du vendeur et du conseiller, vous l'avez compris, c'est un élément clé de demain. Pour la petite histoire, quand on analyse les parcours clients, les customer journées, et qu'on leur demande ce dont ils se souviennent, eh bien, ce n'est pas la théâtralisation, ce n'est pas la mise en scène, c'est l'interaction qu'il aura eue avec le conseiller. Donc, dans un dispositif omnicanal, le conseiller est en train de revenir sur le devant de la scène parce qu'on a eu les yeux rivés pendant 20 ans sur le digital et que les gens recherchent de l'humain. Alors, ça ne veut pas dire que le digital va disparaître, bien sûr, le digital va être là, mais j'aurais même tendance à dire que le digital va s'invisibiliser. C'est-à-dire que, et j'appelle ça l'ère post-digitale, il va se passer ce qui s'est passé il y a 100 ans, 120 ans au niveau de l'électricité. Il y a plus d'un siècle, on était obsédés par l'électricité, on avait les regards tournés vers l'électricité, ça générait fascination et crainte et on le regardait. Aujourd'hui, quand vous utilisez votre sèche-cheveux, que vous utilisez l'électricité, vous ne vous dites pas « Ah tiens, je vais utiliser l'électricité pour me sécher les cheveux ». C'est exactement ce vers lequel on tend, c'est-à-dire le digital est en train de s'insérer dans une forme d'invisibilité. On va l'utiliser partout, tout le temps, sans même en avoir conscience, et ça va nous créer de la valeur ajoutée. Moi, je suis convaincue que demain, l'enjeu d'un point de vue omnicanal, c'est de travailler l'entremêlement des canaux pour que ces canaux produisent de la valeur ajoutée consommateur. Je vais vous donner un exemple. Je suis face à un écran, je veux acheter des lunettes, je voudrais avoir l'avis de mes enfants. Eh bien, je vais aller sur le site internet, je vais faire un essayage virtuel avec de la réalité virtuelle. Une fois que j'aurai essayé ces lunettes avec mes enfants, ils m'ont dit « Ah ben nous, on aime bien ces 3 paires », je la mettrai dans un écrin sur mon site internet. Et puis, quand j'arriverai chez l'opticien le matin, le lendemain matin, l'opticien aurait les 3 paires de lunettes préparées. Ça tombe bien, c'est mon opticien préféré, je ne vous l'avais pas dit. Et en plus, il m'a préparé effectivement un petit bureau sur lequel on va pouvoir essayer directement mes lunettes. Donc, je ne perds pas de temps à essayer de rechercher les lunettes parce qu'il y en a foultitude dans le magasin, il les a déjà préparées. Et donc, on continue un entretien qui est bien plus agréable parce que j'ai déjà moi-même et avec mes enfants avancé dans le parcours de décision. Donc, je pense que vraiment, demain,
le monde sera à la fois humain et digital et que le digital pourrait être un élément clé pour améliorer l'humain et faciliter les relations humaines. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Régine, vous pouvez contacter Régine directement depuis sa page web au cabinet Bornings. Merci, au revoir Régine, super.